Ferme les yeux un instant. Imagine-toi assis à ton bureau face à une feuille d'examen de mathématiques. Tes mains tremblent légèrement. Tu regardes la première question, puis la deuxième, puis la troisième. Ton cœur s'accélère. Tu ne comprends rien. Absolument rien. Autour de toi, tes camarades ont déjà commencé à écrire, leurs stylos glissent sur le papier avec une assurance qui te paraît presque insultante. Et toi, tu es paralysé. Cette sensation d'être complètement dépassé, de te sentir inférieur, d'avoir l'impression que ton cerveau n'est tout simplement pas câblé pour comprendre les mathématiques. Je connais cette sensation. Je l'ai vécue. Mais aujourd'hui, je viens tout juste d'être diplômé de l'école d'ingénierie de l'Université Columbia, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde, où j'ai étudié les mathématiques et la recherche opérationnelle. Et quand les gens découvrent mon parcours, ils me disent tous la même chose. « Oh, tu dois être naturellement doué en maths !» Certains ajoutent même avec un sourire résigné « Moi, je n'ai jamais eu cette chance. Je ne suis tout simplement pas fait pour les mathématiques. » Si tu penses ça de toi-même en ce moment, je vais te raconter une histoire qui va complètement bouleverser cette croyance. Parce que ce que ces personnes ne savent pas, c'est que je n'ai jamais été ce génie naturel qu'ils imaginent. Bien au contraire. Le contexte chinois et mes choix d'orientation. Salut à toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi te planter le décor. Je viens de Chine, un pays où l'éducation est non seulement valorisée, mais carrément sanctifiée. Le système éducatif chinois est réputé pour être l'un des plus exigeants au monde, particulièrement en mathématiques et en sciences. C'est un environnement où la compétition académique est féroce, où chaque point compte, où chaque classement peut déterminer ton avenir. Au lycée chinois, le système est très structuré. Tous les élèves doivent obligatoirement étudier 3 matières fondamentales, le chinois, l'anglais et les mathématiques. Ce sont les piliers incontournables, le socle commun à tous. Mais ensuite, vers la fin du collège et le début du lycée, un choix crucial se présente. Tu dois choisir entre 2 filières distinctes qui vont orienter tout ton parcours académique. La première option, c'est la filière littéraire. Si tu choisis cette voie, tu te spécialises dans les sciences humaines et sociales. L'histoire, qui retrace les grandes civilisations et les mouvements qui ont façonné le monde, la politique, qui analyse les systèmes de gouvernance et les idéologies, et la géographie, qui étudie les territoires, les populations et leurs interactions. C'est la filière des grands penseurs, des futurs diplomates, des analystes politiques et des intellectuels qui s'intéressent à la condition humaine. La deuxième option, c'est la filière scientifique. Et là, on entre dans un tout autre univers. Si tu choisis cette voie, tu t'engages dans un programme intensif comprenant la physique, avec ses lois de la mécanique, de l'électromagnétisme et de la thermodynamique, la chimie, avec ses réactions, ses liaisons moléculaires et ses équations qui décrivent la matière, et la biologie, qui explore le vivant sous toutes ses formes, de la cellule aux écosystèmes complexes. Mais ce n'est pas tout. La filière scientifique implique également un niveau de mathématiques considérablement plus avancé et plus exigeant que la filière littéraire. On parle de calcul différentiel et intégral poussé, de géométrie dans l'espace, de probabilité complexe, d'algèbre avancée et bien plus encore. Le choix qui en a surpris plus d'un. Maintenant, voici la question logique. Étant donné que j'ai fini par poursuivre des études supérieures en mathématiques et en recherche opérationnelle dans l'une des meilleures écoles d'ingénierie du monde, quelle filière penses-tu que j'ai choisie au lycée? La réponse semble évidente, n'est-ce pas? Tout le monde suppose naturellement que j'ai choisi la filière scientifique. C'est la conclusion logique, le parcours attendu pour quelqu'un qui se destine aux mathématiques de haut niveau. Eh bien, prépare-toi à une révélation qui va peut-être te choquer. Je n'ai pas du tout choisi la filière scientifique. Au contraire, j'ai opté pour la filière littéraire. Oui, tu as bien entendu. Le futur étudiant en mathématiques de Columbia a délibérément évité la filière scientifique. Et pourquoi? Pour une raison très simple et pas du tout glorieuse. J'étais absolument catastrophique en mathématiques et en sciences.
ce n'était pas de la fausse modestie ou une simple difficulté passagère, non. J'étais réellement profondément, désespérément mauvais dans ces matières. Les mathématiques me semblaient être une langue étrangère incompréhensible, un code que tout le monde autour de moi déchiffrait avec aisance, pendant que moi, je restais là, complètement perdu. L'expérience traumatisante du premier contrôle. Les cours de mathématiques étaient pour moi un véritable cauchemar éveillé. Je m'asseyais en classe, mon cahier ouvert devant moi, mon stylo à la main, essayant désespérément de suivre les explications du professeur. Mais c'était comme si un mur invisible se dressait entre son discours et ma compréhension. Les formules s'enchaînaient au tableau, les démonstrations se déroulaient étape par étape, et moi, je restais figé, incapable de saisir la logique qui reliait tous ces éléments. Ce n'était pas que je ne voulais pas comprendre, c'est que mon cerveau semblait tout simplement pas coopérer. Les exercices à la maison étaient encore pires. Je me retrouvais face à des problèmes qui me paraissaient insolubles, comme des énigmes écrites dans une langue inconnue. Je passais des heures assis à mon bureau, fixant ma feuille, lisant et relisant l'énoncé, espérant qu'une révélation miraculeuse se produirait. Mais rien ne venait. Je tournais en rond. J'essayais différentes approches au hasard, sans aucune stratégie cohérente, pour finalement abandonner dans la frustration mon devoir à moitié fait et complètement faux. Mais l'événement qui a vraiment cristallisé ma relation désastreuse avec les mathématiques, c'est mon tout premier contrôle de mathématiques au lycée. Je me souviens de ce moment avec une clarté troublante, même après toutes ces années. C'était une matinée ordinaire et notre professeur nous a distribué les sujets d'examen. J'ai pris la feuille entre mes mains, mes paumes déjà moites d'anxiété. J'ai parcouru rapidement les questions et un sentiment de panique absolue m'a envahi. Je ne comprenais pratiquement aucune question. Les équations me regardaient comme des hiéroglyphes indéchiffrables. Les consignes me semblaient floues, abstraites, impossibles à traduire en actions concrètes. Mon esprit était complètement vide, comme si toutes les notions que j'avais supposément apprises s'étaient volatilisées au moment où j'en avais le plus besoin. La réalité brutale des résultats. Mais voici ce qui est intéressant dans ma naïveté de l'époque, je me suis dit que si je trouvais l'examen extrêmement difficile, alors tout le monde devait être dans le même bateau. C'était ma façon de me rassurer, de me convaincre que le problème venait du sujet, pas de moi. Je me disais, ce contrôle est objectivement trop dur, personne ne va réussir, on va tous avoir des notes catastrophiques. Le professeur va bien voir que c'était injuste et va probablement ajuster la notation. Cette illusion réconfortante a volé en éclats le jour où les résultats ont été annoncés. Le professeur a commencé à distribuer les copies et j'ai vu les visages autour de moi s'illuminer de soulagement et de satisfaction. Des élèves échangeaient leurs notes avec fierté, comparaient leurs réponses, riaient en découvrant leurs petites erreurs sans importance. Et puis, ma copie est arrivée. 49 sur 100. 49 sur 100. Ce chiffre est gravé dans ma mémoire. Mais ce n'était pas le pire. Le professeur a ensuite annoncé les statistiques de la classe et c'est là que j'ai vraiment compris l'ampleur de ma catastrophe. La moyenne de la classe était de 78 sur 100. 78. Presque 80%. Et le meilleur élève, ce brillant camarade assis au premier rang qui levait toujours la main avec enthousiasme, avait obtenu 96 sur 100. 96, pratiquement un sans faute. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis regardé objectivement. J'avais obtenu une note largement inférieure à la moyenne pendant que d'autres excellaient. La conclusion me semblait inévitable, logique, irréfutable. Ce n'était pas que le sujet était difficile, ce n'était pas que le professeur était mauvais, ce n'était pas que les conditions n'étaient pas optimales. Non, le problème, c'était moi. J'étais simplement moins intelligent que les autres. Mon cerveau n'était pas fait pour les mathématiques. Certaines personnes naissent avec un talent naturel pour les chiffres et les équations, et d'autres non. Et moi, clairement, j'appartenais à la deuxième catégorie. Le cercle vicieux de l'échec. Cette croyance, une fois installée dans mon esprit, a déclenché un cercle vicieux absolument dévastateur. C'était comme une spirale descendante dont je ne pouvais plus m'échapper, où chaque élément renforçait le suivant dans une boucle infernale de découragement et d'échec. Voici comment ce cercle fonctionnait, étape par étape, avec une logique implacable.
Premièrement, parce que je m'étais convaincu d'être mauvais en mathématiques et que je n'avais aucun talent naturel pour cette matière, j'ai développé une aversion profonde, viscérale même, pour tout ce qui touchait aux maths. Chaque fois que j'ouvrais mon manuel de mathématiques, je ressentais un mélange de frustration anticipée, d'anxiété et de découragement. Les mathématiques étaient devenues mon ennemi personnel, une source constante de stress et d'humiliation. Deuxièmement, cette aversion intense signifiait que je ne révisais simplement pas les mathématiques. Pourquoi aurais-je passé du temps sur une matière où je me sentais nul et qui me rendait misérable? C'était psychologiquement trop pénible. Alors je procrastinais, je trouvais des excuses, je me concentrais sur d'autres matières où je me sentais plus compétent et où mes efforts semblaient porter leurs fruits. Les mathématiques étaient systématiquement reléguées au dernier rang de mes priorités et même là, je les évitais autant que possible. Troisièmement, et c'était inévitable, parce que je ne révisais pas et que je ne pratiquais pas, mes résultats en mathématiques étaient désastreux. Contrôle après contrôle, examen après examen, mes notes reflétaient mon manque de préparation et de compréhension. Je me retrouvais régulièrement au bas du rang classement de la classe, accumulant les échecs comme d'autres accumulent les succès. Et quatrièmement, la boucle se refermait. Ces mauvaises notes confirmaient et renforçaient ma croyance initiale selon laquelle j'étais nul en mathématiques. Je me disais, tu vois, tu as encore échoué, c'est la preuve que tu n'es pas fait pour ça. Pourquoi continuer à essayer ? Cette confirmation renouvelée alimentait ma haine de la matière, ce qui me poussait encore moins à réviser, ce qui empirait mes notes, ce qui renforçait ma conviction d'être incompétent, et ainsi de suite dans une spirale sans fin. Un message pour ceux qui vivent cette situation. Et le pire dans tout ça, c'est le sentiment d'être fondamentalement stupide. Ce n'était pas juste une question de mauvaise note ou de difficulté dans une matière particulière, c'était une atteinte profonde à mon estime de moi, à ma confiance en mes capacités intellectuelles. Je me comparais constamment aux autres élèves qui semblaient comprendre si facilement, qui levaient la main pour répondre aux questions du professeur, qui discutaient entre eux de solutions élégantes et de méthodes astucieuses, et moi, je me sentais irrémédiablement inférieur, comme si j'avais été privé d'une capacité cognitive essentielle que tous les autres possédaient naturellement. Si tu te reconnais dans cette description en ce moment même, si tu vis actuellement cette expérience démoralisante avec les mathématiques ou avec n'importe quelle autre matière, je veux que tu saches quelque chose de fondamental. Je te comprends. Non pas d'une manière abstraite et distante, mais vraiment, profondément, viscéralement. Je suis passé par exactement là où tu es maintenant. J'ai ressenti cette frustration brûlante, cette humiliation silencieuse, ce sentiment d'impuissance face à une matière qui semblait construite pour te rappeler tes limites. J'ai vécu ces nuits d'insomnie avant un contrôle, ces moments de panique en classe, ces comparaisons déchirantes avec les élèves brillants. Mais voici la bonne nouvelle, la raison pour laquelle je partage cette histoire avec toi aujourd'hui. Cette période sombre n'était pas la fin de mon parcours avec les mathématiques, c'était seulement le début. Et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement comment je suis passé de « je déteste les maths et j'y suis catastrophique » à « j'adore les mathématiques et j'y excelle au point d'en faire mon domaine d'études supérieures et ma carrière professionnelle ». Cette transformation n'a pas été le résultat d'un déclic magique ou d'une révélation soudaine. Je n'ai pas été frappé par la foudre du génie mathématique. Je n'ai pas découvert que j'avais un talent caché qui attendait simplement d'être révélé. Non, ce qui a changé, c'est ma méthode d'apprentissage. Et cette méthode, je vais te la partager dans les moindres détails, parce que si elle a fonctionné pour moi, elle peut fonctionner pour toi aussi. Ma méthode catastrophique du lycée. Revenons d'abord à mon époque du lycée, quand j'étais encore prisonnier de ce cercle vicieux de l'échec. Comment est-ce que je m'y prenais pour étudier les mathématiques? Quelle était ma stratégie, ma méthode de travail? Parce qu'il est crucial de comprendre pourquoi mon approche ne fonctionnait pas avant de pouvoir adopter une approche qui fonctionne. Voici ce qui se passait typiquement lorsque j'essayais de faire mes exercices de mathématiques. Je m'installais à mon bureau avec mes cahiers, mes manuels, mes feuilles d'exercice, je lisais l'énoncé du premier problème. Et immédiatement, dans la plupart des cas, je me retrouvais complètement bloqué. Je n'avais aucune idée de comment commencer, aucune intuition sur quelle approche adopter, aucun point de départ évident. C'était comme si on me demandait de construire une maison sans me donner les outils, les matériaux ou le plan de construction.
Alors, que faisais-je dans cette situation? J'ouvrais frénétiquement mes cours, espérant y trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait m'aider. Je feuilletais mes manuels, cherchant désespérément un exemple similaire, une formule applicable, une explication qui pourrait m'éclairer. Je tentais de bricoler une approche, mélangeant vaguement des concepts que j'avais vus, sans vraiment comprendre comment ils s'articulaient ensemble. J'écrivais un premier petit pas hésitant sur ma feuille, une équation à moitié formée, un début de raisonnement bancal. Et puis, inévitablement, je me bloquais de nouveau. Cette première étape ne menait pas nulle part, ou je ne savais pas comment continuer à partir de là. Alors je recommençais le même processus, je cherchais dans mes notes, j'essayais une autre approche, j'écrivais quelques lignes supplémentaires, je me bloquais encore. C'était un cycle épuisant de tentatives et d'échecs, d'espoirs déçus et de frustrations croissantes. Au bout de 30 minutes, parfois même 1 heure complète pour un seul exercice, j'arrivais finalement à produire quelque chose. J'avais rempli ma feuille avec des calculs, des équations, des raisonnements tortueux. J'avais l'impression d'avoir grimpé une montagne. Et puis, venait le moment de vérité. Je vérifiais la correction à la fin du manuel. Et là, c'était le coup final. La réponse que j'avais laborieusement construite était complètement fausse, pas juste légèrement inaccès avec une petite erreur de calcul corrigeable, non, fondamentalement, structurellement erronée. Mon approche entière était à côté de la plaque. La solution correcte utilisait une méthode totalement différente que je n'avais même pas envisagée. Je regardais cette correction, essayant de comprendre d'où venaient toutes ces étapes que je n'avais jamais vues, comment le rédacteur avait su prendre ce chemin particulier que je n'aurais jamais imaginé emprunter. Et moi, je me sentais irrémédiablement inférieur, comme si j'avais été privé d'une capacité cognitive essentielle que tous les autres possédaient naturellement. Réfléchis un instant à cette approche. Comment pourrais-tu aimer les mathématiques si c'est comme ça que tu les pratiques? Comment pourrais-tu développer la moindre affection, le moindre intérêt pour une activité qui te fait sentir constamment bloqué, incompétent et frustré? C'est impossible. Chaque session de révision devient une épreuve pénible que tu redoutes et que tu évites autant que possible. Tu finis juste énervé contre toi-même pour ne pas comprendre. Tu te sens découragé parce que tes efforts ne semblent ne progresser et ne mener nulle part. Tu deviens dégoûté de la matière entière, l'associant uniquement à ses émotions négatives, de frustration et d'échec. C'est un conditionnement psychologique négatif qui s'installe progressivement. Mathématiques égale souffrance, donc tu évites les mathématiques. Et en les évitant, tu ne progresses pas. Et en ne progressant pas, tu échoues. Et en échouant, tu les détestes encore plus. La boucle infernale continue. La révélation à l'université. Une méthode révolutionnaire. Mais tout a changé lorsque je suis arrivé à l'université. C'est là que j'ai découvert et progressivement développé une approche complètement différente, une méthode qui a transformé non seulement mes résultats en mathématiques, mais aussi ma relation entière avec cette discipline. Cette méthode va probablement te surprendre, elle va peut-être même te choquer, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que les professeurs traditionnels et les méthodes conventionnelles t'ont toujours dit de faire. Voici comment je procède maintenant lorsque je rencontre un nouvel exercice de mathématiques. Je lis attentivement l'énoncé pour bien comprendre ce qui est demandé. Puis, et c'est crucial, je ne me jette pas immédiatement tête baissée dans les calculs. Je ne commence pas frénétiquement à écrire des équations au hasard. Non, je prends quelques secondes, parfois même 1 minute complète pour simplement réfléchir à la démarche. Je réfléchis à quelle méthode pourrait s'appliquer ici. J'essaye de voir si je reconnais un pattern, une structure familière. Je me demande quelles sont les informations données et ce qui manque. J'essaye de visualiser mentalement le chemin qui pourrait mener à la solution. Et maintenant, voici la partie qui va te surprendre. Si, après cette brève réflexion, je vois que je n'ai absolument aucune piste valable, aucune idée de comment procéder, ou que je pressens que je vais me perdre dans des tentatives infructueuses, je m'arrête directement. J'arrête complètement. Et je regarde la correction. Oui, tu as bien entendu. J'arrête et je regarde la réponse, immédiatement, sans passer des heures à me débattre dans l'obscurité. La bonne façon d'utiliser les corrections. Je sais exactement ce que tu penses en ce moment. Tu te dis « Mais attends, c'est de la triche. Comment peux-tu apprendre si tu regardes directement la réponse? C'est complètement contre-productif. » Tous mes professeurs m'ont toujours dit qu'il fallait chercher longtemps avant de regarder la correction, que c'était dans l'effort de recherche qu'on apprenait vraiment. Tu es en train de me dire de faire exactement le contraire. Je comprends ton scepticisme, c'est exactement la réaction que j'ai eue la première fois qu'on m'a suggéré cette approche. Mais écoute-moi bien, parce que voici la nuance cruciale qui fait toute la différence.
Je ne me contente absolument pas de simplement lire la réponse superficiellement et de passer à autre chose. Ce serait effectivement inutile et contre-productif. Non, quand je regarde la correction, je m'engage dans un processus d'analyse approfondie et méthodique. Voici ce que je fais concrètement. Je décortique méticuleusement la logique de la solution. Je ne lis pas passivement, je lis activement, en me posant constamment des questions. Pourquoi le rédacteur a-t-il commencé par cette étape particulière? Quelle était l'intuition qui a guidé ce choix initial? Je comprends chaque étape individuellement en m'assurant que je vois clairement ce qui se passe à chaque ligne, chaque transformation, chaque manipulation algébrique. Je ne me contente pas de dire « Ok, ils ont fait ça, puis ça, puis ça ». Non, je cherche à comprendre pourquoi ce raisonnement fonctionne, quelle est la logique sous-jacente, quel principe mathématique est appliqué ici, comment chaque étape découle naturellement de la précédente. Je fais des connexions avec des concepts que j'ai appris auparavant. Je me demande « Aurais-je pu voir ça par moi-même si j'avais pensé à telle notion ?» ou « Quel indice dans l'énoncé aurait dû me mettre sur cette piste ?» J'essaye de visualiser mentalement le chemin qui pourrait mener à la solution. Et maintenant, voici la partie qui va te surprendre. Seulement ensuite, je referme complètement la correction. Je la mets de côté, hors de ma vue. Et j'essaye de refaire l'exercice entièrement, complètement seul, uniquement avec ma compréhension de la méthode que je viens d'étudier. Cette fois, et c'est une différence fondamentale avec mon ancienne approche, je sais exactement ce que la question demande vraiment. Je ne tâtonne plus dans l'obscurité. Je ne pars plus dans une direction totalement erronée. Non, j'ai une carte mentale, une vision claire du territoire que je dois traverser. Je sais quelle est la destination et je connais le chemin général pour y arriver. J'avance alors pas à pas, méthodiquement, en essayant consciemment d'appliquer les principes et la logique que j'ai compris dans la correction. Ce n'est pas de la simple mémorisation ou de la recopie robotique, c'est une reconstruction active, une réappropriation de la méthode. Je dois faire travailler mon cerveau pour reproduire le raisonnement, pour effectuer les manipulations algébriques, pour justifier chaque étape avec mes propres mots, dans mon propre style. Et quand j'ai terminé ma tentative de résolution, je compare à nouveau avec la correction officielle. C'est le moment de vérification critique. Si quelque chose ne va pas dans mon approche, si j'ai oublié une étape importante, si j'ai fait une erreur de calcul, si ma justification est incomplète ou incorrecte, alors je ne me décourage pas et je n'abandonne pas. Au contraire, je recommence le cycle complet. Je réétudie attentivement la solution correcte en portant une attention particulière à la partie où je me suis trompé ou ma compréhension était lacunaire. J'identifie précisément où et pourquoi j'ai dévié du bon chemin. Puis je referme à nouveau la correction et je refais l'exercice une autre fois, entièrement, sans regarder. Et je répète ce processus, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que je puisse résoudre l'exercice de manière complètement autonome, fluide, et jusqu'à ce que j'ai parfaitement intégré et compris non seulement les étapes, mais aussi la logique profonde qui les relie. Premier avantage, créer des émotions positives. Maintenant, tu te demandes peut-être en quoi cette méthode est-elle tellement supérieure à l'approche traditionnelle du « cherche longtemps avant de regarder la correction ». Pourquoi est-ce que ça marche si bien alors que l'ancienne méthode me menait droit dans le mur? Laisse-moi t'expliquer les raisons psychologiques et pédagogiques profondes qui rendent cette approche si puissante. Le premier avantage, et il est absolument crucial pour ton rapport émotionnel avec les mathématiques, c'est que cette méthode crée des émotions positives. Elle transforme radicalement ton expérience subjective de l'apprentissage des mathématiques. Avec cette approche, tu arrêtes complètement de te sentir nul, incompétent ou dépassé par la difficulté. Ces sentiments toxiques qui empoisonnaient chaque session de révision disparaissent. Au lieu de passer des heures à te débattre en vain, tu réussis tes exercices, tu les comprends, tu vois enfin comment ça marche, pourquoi cette méthode est utilisée, comment les étapes s'enchaînent logiquement. Et cette compréhension, ce sentiment de maîtrise progressive, te booste psychologiquement. Tu développes de la confiance. Tu commences à croire que oui, en fait, tu es capable de faire des mathématiques. Ton cerveau n'est pas défectueux, tu n'es pas moins intelligent que les autres, tu avais juste besoin d'une meilleure méthode. Et c'est d'ailleurs ce que je préfère maintenant en mathématiques, ce qui me procure la plus grande satisfaction, ce moment magique où tout s'éclaire soudainement. Ce moment où un concept qui te semblait obscur et compliqué devient limpide. Ce moment où tu vois toutes les pièces du puzzle s'assembler parfaitement et où tu te dis « Ah, donc c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tellement élégant et logique en fait ». Ce moment d'illumination, cette petite décharge de dopamine que ton cerveau libère quand tu comprends enfin quelque chose, c'est ce qui transforme les mathématiques d'une corvée pénible en une activité intellectuellement gratifiante. Deuxième avantage, ne plus perdre ton temps.
Le deuxième avantage majeur de cette méthode, c'est que tu ne perds plus ton temps dans des impasses stériles. Repense à ton ancienne méthode, celle que j'utilisais aussi au lycée et qui ne menait nulle part. Avec cette approche traditionnelle du « cherche absolument seul avant de regarder », tu pouvais facilement passer 20 minutes, 30 minutes, parfois même 1 heure complète à essayer laborieusement une piste de résolution qui était en réalité totalement fausse dès le départ. Tu partais dans une direction complètement erronée, tu construisais péniblement un raisonnement bancal sur des fondations incorrectes, tu effectuais des calculs complexes qui ne menaient nulle part, et tout ce temps investi ne te faisait absolument pas progresser. Au contraire, il renforçait parfois des malentendus et des erreurs de compréhension. Tu creusais un trou dans la mauvaise direction en pensant te rapprocher du trésor, alors qu'en réalité, tu t'en éloignais de plus en plus. En regardant d'abord la correction lorsque tu n'as clairement aucune piste valable, tu t'assures de plusieurs choses fondamentales qui changent complètement l'efficacité de ton apprentissage. Premièrement, tu vérifies que tu es bien sur le bon chapitre, que tu utilises les bonnes notions, les bons outils mathématiques pour ce type de problème. Parfois, tu peux confondre des concepts similaires ou ne pas reconnaître quel outil est pertinent pour une situation donnée. Deuxièmement, tu comprends immédiatement la bonne logique d'approche du problème. Tu vois comment un mathématicien expérimenté penserait à ce type de question. Tu apprends non seulement la solution, mais aussi la démarche de pensée qui mène à cette solution. C'est l'apprentissage du processus de résolution lui-même, pas seulement du résultat final. Troisièmement, tu construis un raisonnement solide dès le début. Au lieu de bâtir sur du sable comme tu le faisais avant, tu poses des fondations correctes. Et quand tu refais ensuite l'exercice par toi-même, ces fondations restent là, dans ta mémoire de travail, guidant tes pas sans pour autant faire le travail à ta place. Cette optimisation du temps est absolument cruciale. Le temps est ta ressource la plus précieuse quand tu étudies. Si tu passes des heures à patauger dans des erreurs et des impasses, tu n'as plus de temps pour faire d'autres exercices qui consolideraient réellement tes compétences. Tu restes bloqué sur un seul problème au lieu de développer une compréhension large et flexible en pratiquant de multiples variations du même concept. Troisième avantage, apprendre la résolution complète du début à la fin. Le troisième avantage, et c'est peut-être le plus important sur le long terme, c'est que tu apprends vraiment à résoudre un problème du début à la fin de manière complète et structurée. Cette compétence de résolution intégrale, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui connaît des maths et quelqu'un qui sait faire des maths. En refaisant l'exercice seul après avoir étudié la correction, tu ne fais pas que mémoriser bêtement une séquence d'étapes comme une recette de cuisine que tu suivrais mécaniquement. Non, tu t'appropries vraiment la méthode. Elle devient tienne. Tu intègres la logique dans ton propre système de pensée. Tu comprends intimement pourquoi chaque étape est nécessaire, comment elle s'enchaîne naturellement et quelles sont les variations possibles. Et voici la vraie puissance de cette approche. Plus tard, probablement dans quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois, quand tu croiseras un exercice similaire ou qui partage des caractéristiques communes avec celui que tu as étudié, ton cerveau reconnaîtra immédiatement la structure sous-jacente du problème. Cette reconnaissance se fait souvent de manière semi-consciente, presque intuitive. Tu te diras « Ah, j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Il faut que je commence par identifier telle information, puis que j'applique tel principe, et ensuite… » Et cette capacité à reconnaître des patterns, des structures récurrentes dans des problèmes apparemment différents, c'est exactement ce qui différencie un expert en mathématiques d'un novice. Les novices voient chaque problème comme unique et déroutant. Les experts voient les patterns récurrents et savent instantanément quelle catégorie de méthode appliquer. Et tu développes cette expertise non pas en te débattant inutilement pendant des heures, mais en étudiant attentivement de bonnes solutions et en les reconstruisant activement. La nature particulière des mathématiques. Maintenant, je veux aborder un point absolument fondamental qui explique pourquoi tant de personnes trouvent les mathématiques si difficiles alors que d'autres matières leur semblent relativement accessibles. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de structure intrinsèque de la discipline elle-même. Compare les mathématiques avec des matières comme l'histoire ou la littérature. Ces disciplines des sciences humaines sont, dans une large mesure, intuitives et accessibles au niveau de la compréhension immédiate. Si tu ouvres un livre d'histoire et que tu lis un chapitre sur, disons, la Révolution française ou la Seconde Guerre mondiale, même si tu n'as jamais étudié cette période auparavant, tu peux comprendre l'essentiel de ce qui est raconté. Les concepts sont exprimés en langage naturel, les événements se déroulent dans un cadre narratif que ton cerveau est naturellement équipé pour suivre. Tu peux saisir rapidement les causes, les conséquences, les motivations des acteurs historiques.
De même, en littérature, quand tu analyses un poème ou un roman, même si tu n'as jamais fait d'analyse littéraire auparavant, tu peux comprendre le sens général du texte. Tu peux apprécier les émotions véhiculées, suivre l'intrigue, comprendre les motivations des personnages. Bien sûr, une analyse plus poussée requiert des connaissances et des techniques spécifiques, mais le niveau de compréhension basique est immédiatement accessible. Les mathématiques, en revanche, ne fonctionnent pas du tout comme ça. Elles ne sont pas intuitives de cette manière. Tu ne peux pas simplement comprendre un concept mathématique en le lisant une fois, même attentivement. Les mathématiques sont une discipline cumulative et hautement structurée, construite comme une gigantesque pyramide où chaque niveau dépend absolument et complètement des niveaux inférieurs. La structure pyramidale des mathématiques. Si tu n'as pas solidement maîtrisé les bases fondamentales, tu ne peux tout simplement pas comprendre les concepts plus avancés qui s'appuient sur ces bases. C'est une impossibilité structurelle, pas une question de manque d'effort ou d'intelligence. Imagine que tu essaies de construire le 5e étage d'un immeuble alors que les 3 premiers étages n'existent pas. C'est structurellement impossible. L'édifice ne peut pas tenir. Voici comment fonctionne concrètement cette structure pyramidale en mathématiques. Pour comprendre le calcul intégral, tu dois d'abord maîtriser le calcul différentiel. Pour comprendre le calcul différentiel, tu dois maîtriser les limites et la continuité. Pour comprendre les limites, tu dois maîtriser les fonctions. Pour comprendre les fonctions, tu dois maîtriser l'algèbre. Pour comprendre l'algèbre, tu dois maîtriser les opérations arithmétiques de base. Chaque niveau repose entièrement sur le précédent. Et ce n'est pas qu'une question de séquence temporelle, c'est une question de dépendance logique profonde. Chaque notion mathématique est reliée à de multiples autres notions, créant un immense réseau interconnecté de concepts. Si une seule connexion importante manque dans ton réseau mental, si une seule brique fondamentale n'a pas été correctement posée dans ta pyramide de connaissances, alors tout ce qui se construit au-dessus devient instable, incompréhensible, voire complètement inaccessible. L'expérience du cours incompréhensible. Tu as probablement vécu cette expérience frustrante et déstabilisante en cours de mathématiques. Le professeur explique un nouveau concept, disons les intégrales par partie ou les équations différentielles ou les matrices de transformation. Il écrit au tableau, il effectue des manipulations, il passe d'une étape à l'autre avec une fluidité qui te semble presque magique. Et autour de toi, certains de tes camarades hochent la tête, prennent des notes, semblent suivre sans difficulté particulière. Mais toi, tu es complètement perdu. Tu te dis, avec un mélange de panique et de confusion, « Mais comment est-ce que tout le monde comprend ? Le professeur saute des étapes, il utilise des concepts qu'il n'a pas expliqués. Comment font-ils tous pour suivre ? Suis-je le seul à ne rien comprendre ? Suis-je stupide ? » La réalité, et c'est une réalité libératrice une fois que tu la comprends vraiment, c'est que le professeur ne saute probablement aucune étape de son point de vue. Il ne fait rien de volontairement obscur. Le problème, c'est que son explication s'appuie implicitement sur des notions qu'il suppose que tu maîtrises déjà, parce qu'elles ont été enseignées plus tôt dans le cursus, peut-être même l'année précédente, ou dans un chapitre intérieur du semestre. Et si ces notions préalables ne sont pas solidement ancrées dans ta compréhension, si tu as des lacunes sur ces prérequis, alors l'explication actuelle devient incompréhensible. Ce n'est pas que tu n'es pas incapable de comprendre le concept en lui-même, c'est que tu manques les outils conceptuels nécessaires pour y accéder. C'est comme si on te demandait de lire un texte dans une langue dont tu ne maîtrises que la moitié du vocabulaire. Peu importe à quel point le texte lui-même est bien écrit ou à quel point tu te concentres, tu ne peux pas le comprendre pleinement si les mots essentiels restent des mystères. Une nouvelle perspective libératrice. Et voici la bonne nouvelle, la perspective qui change tout. Ce n'est absolument pas que tu es mauvais en mathématiques, ce n'est pas que ton cerveau est défectueux ou moins performant que celui des autres, ce n'est pas que tu manques d'une capacité cognitive essentielle. Non, il te manque simplement une ou plusieurs pièces spécifiques dans ta pyramide de connaissances mathématiques, des pièces précises du puzzle, des connexions particulières dans le réseau conceptuel. Et la beauté de cette réalisation, c'est qu'un problème de pièces manquantes est un problème complètement réparable. Si c'était une question d'intelligence innée ou de capacité cognitive fixe, alors effectivement, il n'y aurait rien à faire. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une question de construire méthodiquement ce qui manque, de remplir les trous dans tes fondations, de reconnecter les nœuds manquants dans ton réseau conceptuel.
Quand tu bloques sur un concept mathématique, ce blocage n'est pas un signe d'échec personnel. C'est en fait une indication précieuse, un diagnostic gratuit qui te dit exactement où se trouvent tes lacunes. C'est une opportunité d'apprentissage déguisée. Le concept sur lequel tu bloques te dit « Attention, il y a un prérequis ici que tu ne maîtrises pas encore suffisamment. Trouve-le, travaille-le et ensuite je deviendrai limpide pour toi. » Les outils nécessaires. Exercice ciblé avec correction détaillée. Maintenant que tu comprends pourquoi les mathématiques peuvent sembler si difficiles et pourquoi ma méthode d'apprentissage fonctionne, passons à l'aspect ultra pratique et concret. Comment exactement vas-tu appliquer tout ça pour transformer tes résultats en mathématiques? Comment vas-tu construire systématiquement ton réseau de connaissances et rattraper ton retard potentiel? Voici le plan d'action complet, étape par étape. La première chose dont tu as besoin, la ressource absolument essentielle sans laquelle rien d'autre ne peut fonctionner, ce sont des séries d'exercices ciblés accompagnés de corrections détaillées et pédagogiques. Et j'insiste vraiment sur le mot « détaillé ». Tu n'as pas besoin de corrections qui se contentent de donner le résultat final en 3 lignes. Tu as besoin de corrections qui expliquent chaque étape du raisonnement, qui justifient pourquoi telle méthode est utilisée plutôt qu'une autre, qui montrent clairement comment on passe d'une ligne à la suivante. Où trouver ces précieuses ressources? Heureusement, nous vivons à une époque où l'accès à du contenu éducatif de qualité n'a jamais été aussi facile et souvent gratuit. Commence par ton manuel scolaire, si les corrections y sont bien faites. Consulte les sites web spécialisés dans ton niveau d'études qui proposent des exercices corrigés. Explore les chaînes YouTube éducatives où des professeurs passionnés résolvent des problèmes en détaillant leurs pensées. Recherche des annales d'examen avec leurs corrections officielles qui sont souvent exemplaires en termes de rigueur et de clarté. L'important, c'est de t'assurer que les exercices couvrent progressivement tous les types de problèmes et toutes les subtilités du chapitre que tu études. Tu veux une progression logique, du plus simple au plus complexe, qui te permet de construire ta compréhension brique par brique, sans saut conceptuel trop brusque qui te laisserait dans la confusion. L'engagement quotidien, 20 exercices par jour. Deuxième élément crucial de ton plan d'action, l'engagement à faire 20 exercices par jour, chaque jour, avec la méthode que je t'ai enseignée en détail précédemment. Oui, 20, tu as bien entendu. Ce nombre peut te sembler énorme, intimidant même, surtout si actuellement tu évites les mathématiques comme la peste. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ce nombre est à la fois réaliste et nécessaire. Premièrement, avec la méthode que je t'ai enseignée, ces 20 exercices ne te prendront pas toute ta journée. Rappelle-toi, tu ne passes plus 30 minutes à patauger inutilement sur chaque problème. Tu regardes rapidement si tu as une piste claire, et sinon tu consultes la correction, tu l'étudies attentivement, puis tu refais l'exercice. Selon la complexité des problèmes et ton niveau actuel, 20 exercices peuvent représenter 1 à 2 heures de travail focalisé. C'est significatif, certes, mais c'est absolument gérable si tu en fais une priorité. Deuxièmement, et c'est mathématiquement évident si tu réfléchis, 20 exercices par jour, c'est 140 exercices par semaine. C'est environ 600 exercices par mois. C'est une quantité de pratique absolument massive qui te donne une exposition incroyablement riche à la diversité des problèmes, des méthodes, des subtilités et des pièges. Tu développes rapidement une familiarité profonde avec la matière que quelqu'un qui fait seulement ses devoirs obligatoires de 3 ou 4 exercices par semaine ne pourra jamais atteindre. Troisièmement, cette pratique quotidienne régulière crée un momentum psychologique et cognitif. Ton cerveau reste constamment activé sur les mathématiques. Les concepts restent frais dans ta mémoire de travail. Les connexions neuronales se renforcent par la répétition espacée. Tu construis littéralement, physiquement, de nouvelles structures dans ton cerveau. C'est de la neuroplasticité en action. Identifier et combler les lacunes spécifiques. Troisième élément de ton plan, chaque fois que tu bloques vraiment sur un exercice, même après avoir consulté et étudié la correction, même après avoir essayé de la refaire, c'est une indication précieuse et spécifique sur une notion particulière que tu dois revoir en profondeur. C'est un signal, un diagnostic gratuit que ton cerveau t'offre. Ne l'ignore pas. Ne passe pas simplement à l'exercice suivant en te disant « Bon, celui-là était trop dur, peu importe ». Non, note-le. Identifie exactement quel concept ou quelle technique te pose problème. Est-ce la factorisation, les identités trigonométriques, les changements de variables dans les intégrales, la manipulation des exposants?
Chaque blocage spécifique pointe vers un trou précis dans tes fondations qu'il faut réparer. Puis, et c'est crucial, prends le temps de revenir en arrière et de retravailler spécifiquement cette notion. Trouve des exercices plus simples, plus basiques sur ce concept précis. Regarde des vidéos explicatives qui décomposent ce concept différemment. Consulte plusieurs sources qui l'expliquent sous différents angles, jusqu'à ce que ça clique vraiment dans ta tête. Construis cette brique manquante solidement avant de continuer à empiler au-dessus. Cette approche de diagnostic et de remédiation ciblée est infiniment plus efficace que de simplement avancer aveuglément dans le programme en espérant que ça finira par rentrer miraculeusement. Tu traites chirurgicalement chaque lacune dès que tu la détectes, garantissant que tes fondations deviennent de plus en plus solides au fil du temps. Apprendre par la pratique, pas par la lecture passive. Quatrième principe fondamental, tu apprends en pratiquant activement, pas en relisant passivement ton manuel ou tes notes de cours. C'est une erreur massive que font énormément d'étudiants. Ils pensent qu'ils peuvent réviser les maths en relisant leurs cours, en surlignant des passages importants, en recopiant des formules. C'est une illusion d'apprentissage. Tu as l'impression de travailler, tu passes du temps avec ton matériel pédagogique, mais ton cerveau n'encode presque rien de manière durable et applicable. Les mathématiques ne s'apprennent pas par osmose visuelle. Tu ne peux pas absorber la capacité à résoudre des problèmes simplement en regardant des solutions ou des démonstrations. C'est comme essayer d'apprendre à nager en regardant des vidéos de nageurs ou en lisant des livres sur la natation. À un moment donné, tu dois te jeter à l'eau et bouger ton corps. En mathématiques, te jeter à l'eau, c'est affronter des exercices, manipuler des équations, construire des raisonnements de tes propres mains mentales. La pratique active est la seule chose qui encode vraiment les compétences mathématiques dans ta mémoire procédurale, celle qui te permet d'agir quasi automatiquement sans avoir à réfléchir consciemment à chaque petit détail. C'est comme apprendre à conduire une voiture ou à jouer d'un instrument de musique. Au début, chaque action requiert une attention consciente intense, mais avec la pratique répétée, les patterns deviennent fluides, intuitifs, presque réflexes. Mon histoire personnelle, de la filière littéraire au top de la classe. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé dans ma propre vie quand j'ai appliqué exactement cette méthode et ce plan d'action. Tu te souviens que j'étais en filière littéraire au lycée, en Chine, ayant délibérément fui les mathématiques et les sciences parce que je me sentais désespérément incompétent. Eh bien, en terminale, j'ai pris une décision qui allait complètement changer ma trajectoire. J'ai décidé de m'attaquer frontalement à mon problème avec les mathématiques. Non pas parce que j'avais soudainement découvert une passion pour cette matière, mais parce que je réalisais que mes mauvais résultats en maths limitaient mes options futures et me définissaient d'une manière que je n'acceptais plus. J'ai dit, ça suffit, je vais découvrir si je suis vraiment incapable de faire des maths ou si c'était juste une question de méthode. Alors, j'ai ajouté 2 heures d'exercice de mathématiques par jour, chaque jour, en plus de tous mes devoirs réguliers et de toutes mes autres obligations scolaires. C'était un engagement sérieux. Cela signifiait moins de temps pour mes loisirs, pour traîner avec mes amis, pour regarder des séries ou jouer à des jeux vidéo. Mais j'étais déterminé à transformer ma relation avec les mathématiques. Et j'ai appliqué rigoureusement la méthode que je t'ai expliquée. Pour chaque exercice où je n'avais pas de piste claire, je consultais immédiatement la correction, je l'étudiais en profondeur jusqu'à ce que je comprenne chaque détail de la logique, puis je la refermais et je refaisais l'exercice entièrement seul. Je répétais jusqu'à ce que je le maîtrise parfaitement. Quand je bloquais sur un concept spécifique, je prenais le temps de revenir en arrière et de retravailler spécifiquement cette notion. Trouvais des exercices plus simples, plus basiques sur ce concept précis. Regardais des vidéos explicatives qui décomposent ce concept différemment. Consultais plusieurs sources qui l'expliquent sous différents angles jusqu'à ce que ça clique vraiment dans ta tête. Construis cette brique manquante solidement avant de continuer à empiler au-dessus. Les résultats concrets en un seul semestre. Les résultats de cette approche systématique ont été absolument spectaculaires et se sont manifestés beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. En un seul semestre, juste 6 mois de pratique disciplinée et méthodique, j'ai réussi 3 transformations majeures qui semblaient impossibles avant. Premièrement, j'ai complètement rattrapé tout mon retard accumulé. Toutes ces notions que je n'avais jamais vraiment comprises, tous ces chapitres où j'étais perdu, toutes ces bases fragiles qui sabotaient ma progression, tout ça a été solidifié. Mon réseau conceptuel mathématique est passé de quelques connexions fragiles et pleines de trous à une structure dense et robuste où tout s'articulait logiquement. Deuxièmement,
Non seulement j'ai rattrapé le niveau moyen de la classe, mais je l'ai complètement dépassé. Je suis passé littéralement du bas du classement au sommet. Je suis devenu l'un des tout meilleurs élèves en mathématiques de ma classe. Mes notes sont passées de catastrophiques à excellentes. Les exercices qui me semblaient impossibles quelques mois auparavant me paraissaient maintenant relativement accessibles, voire parfois évidents. Troisièmement, et c'est peut-être le changement le plus gratifiant personnellement, j'ai gagné la sympathie et l'estime de ma professeure de mathématiques. Celle qui me voyait auparavant comme un élève en difficulté, désintéressé, probablement peu doué, m'a vu transformé sous ses yeux. Elle a remarqué mon sérieux, ma progression constante, ma persévérance. Je suis devenu, et je le dis sans fausse modestie parce que c'est simplement un fait, son élève préféré, son chouchou. Elle me citait régulièrement en exemple pour montrer ce qu'une bonne méthode de travail et de la détermination pouvaient accomplir. Le début est toujours le plus difficile. Maintenant, je veux être complètement honnête avec toi sur un aspect important. Le début de ce processus de transformation est toujours la phase la plus difficile, la plus frustrante, celle qui requiert le plus de patience et de persévérance. C'est la phase où tu pourrais être tenté d'abandonner, de te dire que décidément ça ne marche pas, que tu es vraiment nul. Mais tiens bon, parce que cette difficulté initiale est complètement normale et prévisible. Au tout début, quand tu commences à appliquer cette méthode avec rigueur, comprendre les corrections va te prendre une éternité. Tu vas lire une solution ligne par ligne en te demandant à chaque étape « Mais pourquoi ont-ils fait ça ? Comment ont-ils su qu'il fallait partir de là ? Qu'est-ce qui justifie cette transformation ?» Tu vas peut-être devoir relire la même correction 3, 4, 5 fois avant qu'elle commence à faire sens. Tu vas devoir chercher dans tes cours ou en ligne des explications sur des notions que tu as censément apprises, mais que tu as oubliées ou jamais vraiment comprises. Cette phase peut être décourageante. Tu vas peut-être passer 30 minutes juste pour comprendre la correction d'un seul exercice, puis encore 20 minutes pour réussir à le refaire seul. Tes fameux 20 exercices quotidiens vont te prendre 3 ou 4 heures au début. C'est épuisant, c'est frustrant, et c'est le moment où beaucoup de personnes abandonnent en disant « Tu vois, j'avais raison, je ne suis pas fait pour les maths ». Mais voici la vérité libératrice. Cette lenteur initiale n'est pas un signe que la méthode ne fonctionne pas. C'est exactement le processus normal de reconstruction de ton réseau de connaissances mathématiques. Chaque correction que tu décortiques laborieusement, chaque connexion conceptuelle que tu établis péniblement, chaque notion que tu revisites et que tu comprends enfin vraiment, tout cela construit les fondations solides qui manquaient. Et voici ce qui est magique et profondément gratifiant. Quand ton réseau mental commence enfin à se reconstruire, quand les connexions deviennent plus denses et plus solides, tout commence soudainement à s'accélérer de manière exponentielle. Les corrections que tu mettais 30 minutes à comprendre, tu les saisis maintenant en 5 minutes. Les exercices que tu redoutais d'aborder, tu les résous maintenant avec une confiance tranquille. Les concepts qui te semblaient opaques et mystérieux deviennent limpides et évidents. À partir de ce point de bascule, et il arrive généralement après quelques semaines ou quelques mois de pratique disciplinée, selon ton niveau de départ et tes lacunes, les mathématiques deviennent non seulement logiques et cohérentes, mais parfois même agréables et satisfaisantes. Tu commences à apprécier l'élégance d'une démonstration bien construite. Tu ressens cette satisfaction intellectuelle quand tu résous un problème complexe. Tu développes une intuition mathématique qui te permet d'anticiper les approches pertinentes avant même de commencer à écrire. Récapitulatif des points essentiels. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment, sincèrement, du fond du cœur, que mon histoire et ma méthode vont t'aider à transformer complètement ta relation avec les mathématiques exactement comme elles ont transformé la mienne. Laisse-moi récapituler rapidement les points absolument essentiels que tu dois retenir et appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, comprends bien que si tu es actuellement en difficulté avec les mathématiques, ce n'est absolument pas parce que tu es stupide ou moins intelligent que les autres. Ce n'est pas parce que ton cerveau est différent ou défectueux. C'est très probablement simplement parce que tu utilises une méthode d'apprentissage inefficace et que tu as des lacunes spécifiques dans tes fondations qui sabotent ta compréhension des concepts plus avancés. Rien de tout cela n'est irréparable. Au contraire, tout est complètement remédiable avec la bonne approche. Deuxièmement, la méthode efficace consiste à ne pas passer des heures à patauger inutilement sur des exercices où tu n'as aucune piste valable.
Consulte directement la correction, mais ne te contente pas de la lire superficiellement. Étudie-la en profondeur, décortique la logique, comprends chaque étape et pourquoi elle fonctionne. Puis referme la correction et refais l'exercice entièrement seul, en reconstruisant activement le raisonnement. Répète ce cycle jusqu'à une maîtrise complète. Troisièmement, engage-toi dans une pratique quotidienne, régulière et intensive. 20 exercices par jour avec cette méthode, c'est l'objectif ambitieux mais tout à fait réaliste qui transformera tes compétences en quelques mois seulement. Cette régularité est infiniment plus efficace que des sessions marathon occasionnelles espacées de longues périodes d'inactivité. Quatrièmement, traite chaque blocage ou difficulté comme un diagnostic précieux qui te montre exactement où se trouvent tes lacunes spécifiques. Ne les ignore pas. Reviens en arrière, retravaille ces concepts fondamentaux jusqu'à ce qu'ils deviennent solides, puis continue ta progression. C'est ainsi que tu construis des fondations inébranlables. Message d'encouragement personnel. Si j'ai pu passer de la filière littéraire où je fuyais les mathématiques au diplôme d'ingénieur de Columbia, où les mathématiques étaient au cœur de mon cursus, alors tu peux absolument accomplir ta propre transformation, quelle qu'elle soit. Peut-être que tu veux simplement passer tes examens, peut-être que tu veux devenir bon en maths, peut-être que tu rêves d'études scientifiques ou d'ingénierie. Tous ces objectifs sont à ta portée avec la bonne méthode et de la persévérance. Je ne vais pas te mentir en te disant que ce sera facile ou instantané. Les premières semaines vont être difficiles. Tu vas parfois te sentir frustré et découragé. Tu vas peut-être douter que ça fonctionne vraiment pour toi. Mais je te promets que si tu maintiens le cap, si tu appliques cette méthode avec discipline et régularité, tu verras des résultats. D'abord petits et subtils, puis de plus en plus évidents et spectaculaires. L'invitation à l'action. Alors voici mon défi pour toi, ma proposition concrète, pour transformer ton rapport aux mathématiques. Dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui même, après avoir fini de regarder cette vidéo, engage-toi à essayer cette méthode pendant 30 jours. 30 jours, 4 semaines d'application rigoureuse et honnête de cette approche. Trouve des exercices avec des corrections détaillées du chapitre que tu étudies actuellement. Commence modestement si 20 exercices quotidiens te semblent trop intimidants au départ. Fais-en 10, fais-en 5 même, mais fais-les vraiment bien avec la méthode complète. Étudier la correction en profondeur si tu bloques, refermer-la, refaire l'exercice seul, répéter jusqu'à la maîtrise. L'important, c'est la qualité et la régularité, pas nécessairement la quantité initiale. Tiens un petit journal de progression. Note les concepts qui te posent problème. Note aussi tes victoires, même petites. Aujourd'hui, j'ai enfin compris les équations du second degré. Ou j'ai réussi cet exercice du premier coup. Ces petites victoires vont s'accumuler et te motiver à continuer. Elles vont te prouver concrètement que oui, tu progresses. Oui, ton cerveau est tout à fait capable de faire des mathématiques. Le changement de perspective fondamental. Et surtout, change complètement ta perspective mentale sur ce que signifie être bon en maths. Arrête de croire au mythe du talent naturel ou du cerveau mathématique que certains auraient et d'autres non. Ce mythe est toxique et complètement faux. Les personnes qui excellent en mathématiques ne sont pas nées avec un don magique. Elles ont simplement, consciemment ou inconsciemment, développé des méthodes d'apprentissage efficaces et ont pratiqué suffisamment pour construire des réseaux conceptuels solides. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu n'es en compétition qu'avec toi-même d'hier. Si aujourd'hui tu comprends un concept que tu ne comprenais pas hier, c'est une victoire. Si cette semaine tu résous un type d'exercice qui te semblait impossible la semaine dernière, c'est un progrès majeur. Concentre-toi sur cette progression personnelle, pas sur le classement de la classe ou les performances des autres. L'effet domino sur les autres matières. Une chose fascinante que j'ai découverte et que je veux partager avec toi, c'est que quand tu développes des compétences solides en mathématiques grâce à cette méthode disciplinée et méthodique, tu développes en réalité des compétences transversales qui bénéficient à toutes tes autres matières et même à ta vie en général. Tu apprends la patience, tu apprends la persévérance face aux difficultés, tu apprends à décomposer des problèmes complexes en étapes gérables. Tu apprends à identifier précisément où se trouvent tes lacunes spécifiques et à les combler méthodiquement. Tu développes également une confiance en ta capacité à apprendre des choses difficiles. Cette confiance est absolument inestimable. Quand tu réalises que tu peux transformer quelque chose d'aussi intimidant que les mathématiques, une matière où tu te sentais nul, en quelque chose que tu maîtrises et peut-être même apprécies, tu commences à croire que tu peux apprendre n'importe quoi.
Cette mentalité de croissance, cette conviction que tes capacités ne sont pas fixes, mais peuvent se développer avec les bonnes méthodes et les bons efforts, c'est peut-être le cadeau le plus précieux que les mathématiques peuvent offrir. Réflexion sur le système éducatif. Je veux aussi prendre un moment pour parler du système éducatif traditionnel et pourquoi il échoue malheureusement à enseigner efficacement les mathématiques à de nombreux élèves. Ce n'est généralement pas la faute des professeurs individuels, qui sont souvent passionnés et font de leur mieux. C'est un problème systémique structurel. Le système classique part du principe que tous les élèves ont les mêmes bases solides et avancent au même rythme. Un professeur doit couvrir un programme défini dans un temps limité. Il ne peut pas s'arrêter 2 semaines pour qu'un élève rattrape une lacune sur un concept fondamental appris il y a 2 ans. Il ne peut pas personnaliser son enseignement pour les 25 ou 30 élèves au niveau disparate qui sont devant lui. Résultat, beaucoup d'élèves accumulent progressivement des lacunes. Ces trous dans leur fondation restent non identifiés et non traités. Ces élèves continuent d'avancer dans le programme avec des bases fragiles et chaque nouveau concept devient de plus en plus incompréhensible. Ils se disent qu'ils sont mauvais en maths, alors qu'en réalité, ils essaient juste de construire le 3e étage d'un immeuble dont le 1er étage n'a jamais été correctement bâti. C'est pour ça que l'apprentissage autonome avec une bonne méthode, comme celle que je t'ai présentée, est si puissante. Tu avances à ton propre rythme, tu identifies précisément tes propres lacunes, tu prends le temps de les combler correctement avant de continuer. Tu n'es pas contraint par le calendrier scolaire ou par le niveau moyen de la classe. Tu construis tes fondations méthodiquement, solidement, à ton propre rythme. L'importance de la communauté et du soutien. Une dernière recommandation importante, n'hésite pas à chercher du soutien et à créer une communauté autour de ton apprentissage. Les mathématiques peuvent sembler une activité solitaire, toi seul face à ta feuille d'exercice. Mais l'apprentissage est toujours plus efficace et plus agréable quand il est partagé. Trouve des camarades de classe qui ont également des difficultés et proposez-vous de former un groupe d'études où vous appliquez ensemble cette méthode. Vous pouvez comparer vos compréhensions des corrections, vous expliquer mutuellement les concepts avec vos propres mots, vous motiver les jours difficiles. Enseigner à quelqu'un d'autre est d'ailleurs l'une des meilleures façons de consolider sa propre compréhension. Cherche également des mentors, que ce soit des élèves plus âgés qui ont déjà surmonté les difficultés que tu rencontres, des professeurs particuliers, ou même des communautés en ligne dédiées aux mathématiques où des gens passionnés aident bénévolement ceux qui en ont besoin. N'aie pas honte de demander de l'aide. Tous les grands mathématiciens, tous les génies que tu admires ont eu des mentors, ont posé des questions, ont demandé des explications. Mon parcours après le lycée. Tu te demandes peut-être ce qui s'est passé après mon succès spectaculaire en mathématiques au lycée. Est-ce que c'était juste un coup de chance temporaire ou une vraie transformation durable ? Laisse-moi te rassurer, c'était définitivement une transformation réelle et permanente. Ma confiance nouvellement acquise en mathématiques et surtout ma maîtrise d'une méthode d'apprentissage efficace m'ont permis de viser des études que je n'aurais jamais imaginées auparavant. J'ai postulé et été accepté à l'école d'ingénierie de l'Université Columbia, l'une des institutions les plus prestigieuses et sélectives au monde. J'ai choisi d'étudier les mathématiques et la recherche opérationnelle, des domaines extrêmement exigeants et abstraits. Et tu sais quoi ? Non seulement je ne me suis pas laissé dépasser, mais j'ai excellé. J'ai obtenu mon diplôme avec succès. Les mathématiques que je trouvais impossibles au lycée sont devenues mon domaine d'expertise professionnelle. Ce n'est pas parce que j'ai soudainement découvert un talent caché, c'est simplement parce que j'ai continué à appliquer rigoureusement la même méthode d'apprentissage efficace en l'adaptant au niveau de complexité croissant. Chaque fois que je rencontrais un nouveau concept difficile, en analyse réelle, en algèbre linéaire, en probabilités avancées ou en optimisation, j'appliquais le même processus. Étudier attentivement les exemples et les corrections, identifier précisément ce que je ne comprenais pas, combler méthodiquement ces lacunes, puis pratiquer intensivement jusqu'à la maîtrise. Ça a fonctionné au lycée, ça a fonctionné à l'université et ça continue de fonctionner dans ma vie professionnelle. Voici le message ultime que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Le message que j'aurais tellement voulu entendre quand j'étais ce lycéen découragé qui se croyait fondamentalement incapable de faire des mathématiques. Ton passé ne détermine pas ton futur. Tes échecs précédents ne définissent pas tes capacités réelles. Les étiquettes que tu t'es mises ou que d'autres t'ont mises, je suis nul en maths, je n'ai pas la bosse des maths, je ne suis pas fait pour les sciences, toutes ces étiquettes sont des mensonges que tu peux décider de rejeter dès maintenant.
Tu n'es pas défini par tes notes actuelles. Tu n'es pas limité par les croyances que tu avais sur toi-même jusqu'à présent. Ton cerveau est une machine d'apprentissage incroyablement puissante et flexible, capable de se reconfigurer, de créer de nouvelles connexions, de maîtriser des compétences qui te semblaient impossibles auparavant. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, et c'est une réalité scientifique prouvée. Mais cette transformation ne se produit pas par magie. Elle ne se produit pas en regardant passivement des vidéos motivationnelles ou en lisant des citations inspirantes sur Instagram. Elle se produit par l'action concrète, répétée, disciplinée. Elle se produit quand tu appliques les bonnes méthodes, jour après jour, semaine après semaine, même quand c'est difficile, même quand c'est frustrant, même quand tu doutes. Alors voilà mon appel final à l'action pour toi. Ne ferme pas cette vidéo en te disant simplement « Ah, c'était intéressant », puis en retournant à tes habitudes habituelles. Ne sois pas cette personne qui consomme du contenu motivationnel sans jamais passer à l'action concrète. Décide maintenant, dans cet instant précis, que tu vas essayer sincèrement cette méthode. Prends ton agenda ou ton téléphone et bloque 30 minutes à 1 heure chaque jour pour les 30 prochains jours dédiés spécifiquement à la pratique des mathématiques avec cette méthode. Traite son rendez-vous avec toi-même comme un engagement aussi important qu'un cours obligatoire ou un rendez-vous médical. Ne le saute pas, ne le repousse pas, honore-le. Trouve dès ce soir, avant d'aller te coucher, les ressources dont tu auras besoin. Un manuel avec des exercices corrigés, des sites web d'exercices, des annales d'examen, peu importe. Prépare ton environnement de travail. Un bureau dégagé, tes cahiers, tes stylos, peut-être une bouteille d'eau et une lampe correcte. Élimine les distractions. Éteins ton téléphone ou mets-le en mode avion, ferme tous les onglets de ton navigateur qui ne sont pas liés à ton travail, informe ta famille que tu ne veux pas être dérangé pendant cette heure. Et demain matin ou demain après-midi, selon ton emploi du temps, assieds-toi et commence. Fais ton premier exercice avec la nouvelle méthode, puis le deuxième, puis le troisième. Ne vise pas la perfection immédiate, ne t'inquiète pas si c'est difficile ou si ça prend du temps, c'est normal et attendu. Concentre-toi juste sur le processus, comprendre profondément les corrections, refaire les exercices seul, identifier et combler tes lacunes. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle était longue et dense, mais j'ai voulu être aussi complet et précis que possible parce que je crois vraiment en l'importance de ce message. J'ai voulu te donner non pas juste de la motivation vague et éphémère, mais une méthode concrète, détaillée, applicable immédiatement. Si cette vidéo t'a aidé, si tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes qui luttent avec les mathématiques, je t'encourage vraiment à la partager. Envoie-la à tes amis qui sont en difficulté. Partage-la dans tes groupes de classe. Laisse un commentaire pour me dire si tu décides d'essayer cette méthode et comment ça se passe pour toi. J'aime lire vos histoires et vos progressions. Ça me rappelle pourquoi j'ai créé cette vidéo. J'espère sincèrement, vraiment du fond du cœur, que cette méthode va t'aider à progresser en mathématiques. Mais plus encore, j'espère qu'elle va t'aider à transformer ta relation avec l'apprentissage en général, à développer une confiance en ta capacité à surmonter les difficultés, à réaliser que tes limites actuelles ne sont pas tes limites permanentes. Tu as un potentiel incroyable, tu as la capacité de devenir excellent en mathématiques, peu importe d'où tu pars. Ça demande juste la bonne méthode, de la discipline, de la patience et de la persévérance. Tout ça, tu peux le développer. Tout ça est à ta portée. Alors vas-y, commence aujourd'hui. Transforme ta relation avec les mathématiques. Prouve-toi à toi-même de quoi tu es vraiment capable. Et dans quelques mois, quand tu regarderas en arrière et que tu réaliseras à quel point tu as progressé, tu seras fier de la décision que tu as prise aujourd'hui d'essayer sincèrement cette méthode. Je crois en toi. Maintenant, c'est à toi de croire en toi aussi. À très bientôt et bon courage dans ton parcours mathématique. Tu vas y arriver.